Si ma mère n'avait pas fait cet effort-là de nous amener en 98, je ne sais pas si aujourd'hui je serais là où je serais, c'est-à-dire cet amour pour l'Afrique, cette envie d'impacter, cette envie de représenter cette Afrique que j'aime. Frérot, c'est la guerre. Ok. C'est la guerre. La vraie guerre. C'est la guerre où t'es réveillé par des tirs de mortier. Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais je suis africain parce que l'Afrique est née en Afrique. Il y a un phénomène que je vois en Afrique, en tout cas surtout au Mali, c'est que beaucoup d'entrepreneurs qui vendent tout. C'est-à-dire qu'ils vendent tout, mais qu'ils vendent tous les produits de l'extérieur. Ouais, je vois. Et je me dis là, il y a un problème, surtout au niveau de l'économie. Un pays, comment il fait pour s'en sortir? Il vend les choses des autres. Mais je me sens carrément dans ma mission de vie d'être là, en Afrique, de former des entrepreneurs africains dans le développement de leur personne, dans le développement de leurs projets. C'est fait partie des meilleurs moments de ma vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce podcast accompagné de mon frère Malik. J'espère que tu vas bien. Donc vraiment, au-delà de tout cette vidéo, c'est vraiment un plaisir d'être devant toi, mon frère. Alhamdulillah pour ce premier podcast où on va parler un petit peu de nous, de nos parcours. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à être là, à faire ce podcast, à faire cette vidéo, nos ambitions, Inch'Allah. Et vraiment, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait longtemps qu'on parle de ce projet. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Je pense que les gens se posent beaucoup de questions aussi. Sur les Mansa, ce qu'on fait, Mansa, etc. Et pourquoi, du comment. C'est ça. Et donc, je pense qu'on va répondre à beaucoup de questions. Et je pense qu'à la fin de cet épisode spécifiquement, les gens vont pouvoir rentrer un peu dans l'univers de Mansa. Yes. Et je pense que c'est vraiment ça l'objectif. Mais peut-être que tu peux nous partager, tu peux partager à l'audience du coup, c'est quoi l'objectif général du podcast? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire des épisodes de podcast? Yes. Moi, dans un premier temps, c'est vraiment de nous présenter, que les gens comprennent ce que c'est que les Mansa, pourquoi nous avons créé les Mansa. Donc ça, c'est des choses qu'on va parler tout au long du podcast, de savoir qui sont les fondateurs et pourquoi ils ont été amenés à créer ce mouvement, cet univers. J'ai bien aimé quand tu as utilisé ce mot tout à l'heure. Et honnêtement, de partager un moment aussi avec toi, mon frère, parce que tu vois, à travers un podcast qui me parle, c'est que c'est quelque chose qu'on va laisser. C'est clair. C'est une trace, tu vois. C'est-à-dire nos enfants, ils vont pouvoir profiter de ça. Tu vois, les générations futures vont pouvoir profiter de ces podcasts-là. Et laisser une trace, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et voilà, il passait un bon moment, très honnêtement. Je suis avec toi, je suis avec mon frère. Ça continue à créer cet amour entre nous. Clair. Et moi, j'aime ça. Non, clairement. Moi aussi, c'est des moments privilégiés. On n'a pas souvent l'occasion de se poser comme ça et puis de parler de nous, de parler du pourquoi, etc. Et je pense qu'au-delà de ça aussi, on a l'aspect où il y a beaucoup de sujets, au fait, qui nous tiennent à cœur, qu'on veut aborder. La spiritualité, forcément. Bien sûr. Le business. Et aussi pouvoir faire passer des messages qui nous tiennent à cœur aussi à la communauté. Donc, je pense que tout ça réuni, ça devrait faire une série de podcasts que les gens vont adorer. Donc, sur ce podcast-là, effectivement, ça va être nous. Parler de notre histoire, parler des similitudes, parler des dates clés, effectivement, qui nous ont amenés ici et de Mansa, au final. Qu'est-ce que c'est que Mansa? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on compte faire aussi dans l'avenir? Donc, non, Inch'Allah, j'ai hâte de parler de tout ça. Just do it. Je pense qu'on commence par storytelling, notre histoire. Storytelling, hein. Je pense que c'est 87, c'est ça? Ah ouais, non, Malik, on va commencer par toi. C'est intéressant parce qu'avant même de parler de 87, la similitude des dates dans notre histoire, elle est incroyable. C'est incroyable. Et donc, c'est la première date, du coup, qui est la date clé, c'est la naissance, forcément, 1987. Tu es mon grand frère. Moi, février, toi, juin. Moi, je suis juin. Les respects. C'est ça. Donc,
Donc ouais, date clé parce que bah, forcément, c'est ma naissance en Côte d'Ivoire. Ok. Je suis né en Côte d'Ivoire de parents sénégalais. Je suis sénégalais aussi, donc j'ai la joie d'avoir cette double nationalité. Une enfance extraordinaire. Une enfance extraordinaire. J'aime toujours le mettre en avant parce que souvent, voilà, lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle souvent des difficultés. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'une enfance difficile en venant d'Afrique. Moi, c'est absolument pas le cas. J'ai vécu une enfance extraordinaire. J'ai été privilégié parce que, alhamdoulilah, mon père et ma famille, de manière générale, avaient une très, très bonne situation en Côte d'Ivoire. Je suis allé dans les plus belles écoles d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent le collège, maintenant le lycée Jean Mermoz, le lycée Blaise Pascal, qui sont des collèges français. Et en Côte d'Ivoire, j'aime dire que je n'avais pas conscience, au fait, de la race et des communautés. Parce que pour moi, je vivais dans un environnement un peu... C'est un peu un monde de bisounours, au final. J'étais dans une école où voilà, je côtoyais des Indiens, des Japonais, des Australiens. Mon meilleur ami à l'époque était japonais, un de mes meilleurs amis. Donc je vivais dans un monde où je n'avais pas conscience qu'il y avait, des communautés, qu'il y avait des races. On connaissait les communautés juste à travers les langues. Parce qu'il y avait les Libanais, par exemple, qui entre eux parlaient libanais, les Japonais entre eux qui parlaient, etc. Mais au-delà de ça, on était tous ensemble, au fait. Donc, je vis comme ça, j'évolue comme ça. Et donc, pour moi, je suis un peu naïf dans ce monde qui évolue et puis qui a vraiment une enfance extraordinaire. Donc, et je pense que c'est important de le préciser parce que ça va marquer aussi la suite de mon histoire. Mais j'aimerais bien entendre ta partie de l'histoire, du coup. Ok, donc moi aussi. Donc, 9 juin 1987. Donc, alhamdoulilah, je grandis moi, en France. D'accord, je grandis en banlieue. Mais alhamdoulilah, franchement, une bonne enfance. Je ne vais pas aussi me dire que j'ai eu une enfance difficile et tout ça. Il y a eu des difficultés, je pense, comme toutes les familles. Donc, par exemple, voilà, on était à plusieurs dans la même chambre. On avait toujours aussi ce côté où il y avait la famille qui venait beaucoup d'Afrique. Donc, tu vois, en parlant dans ce podcast, je me rends compte, tu vois, on avait toujours des personnes qui venaient d'Afrique qui venaient chez nous. Et ils nous parlaient un petit peu du Mali, ils nous amenaient aussi des musiques, des choses comme ça, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, par exemple, Premier Gaou, des choses comme ça. Ouais. Donc, on avait déjà cette première connexion, ce lien déjà, nos parents, plus aussi les personnes qui venaient. Après, j'ai grandi en banlieue, donc une période compliquée sur certains points, il faut dire la vérité. Et si on parle par rapport aux communautés, donc d'un côté, au début, on n'a pas trop conscience des communautés, parce qu'en fait, on vit tous ensemble. Ouais. On vit tous ensemble, on est dans les banlieues, on est dans les cités, on a tous la même situation. Donc, pour nous, c'est ça, c'est la norme, tu vois. Ouais. Mais après, en grandissant, en cheminant, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, je me rappelle quand j'étais en maternelle, en grande section, et je me rappelle toujours jusqu'à aujourd'hui, il y a une personne, enfin un camarade de classe, qui était venu me voir et qui me posait beaucoup de questions, pourquoi j'étais noir et tout ça. Mais bon, moi, je ne savais pas quoi répondre. Donc, moi, je suis noir. Et je me rappelle une fois, il m'a même pris ma main, il a regardé, il m'a dit, ah, et tout, c'est noir comme Hachek, tu vois. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait quand même une différence. En tout cas, quand tu étais noir, c'était différent que quand tu étais blanc, clairement. Donc, une enfance quand même agréable où j'ai des parents vraiment que je remercie, où ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour qu'on vive vraiment la meilleure des enfances. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant envers eux. Mais voilà, une petite enfance tranquille. Alhamdoulilah, on ne se plaint pas. Et puis, voilà, on a grandi en banlieue, quoi. C'est intéressant Moi, j'aime beaucoup entendre, du coup, ton cheminement, mais de manière générale, le cheminement de notre communauté en France, parce que il y a beaucoup de réalités que j'avais pas conscience de ces réalités. Donc, c'est super intéressant. Et ton lien, du coup, avec l'Afrique, je pense qu'il se développe à la date clé qui suit, c'est ça? Et yes. C'est 98. 98. Donc, 98, alors là, j'ai ma mère qui décide depuis un moment de tous nous amener au Mali. C'est une décision qu'elle prend, c'est une intuition qu'elle a. Elle a vraiment envie qu'on puisse voir l'Afrique, qu'on puisse voir ses parents. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle ne les avait pas vus. Et voilà, c'est le ressenti de la maman. Il faut absolument qu'on y aille. Elle en parlait à mon père, mais mon père il dit « Ouais, mais tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent. » Et mon père était en train de construire. Donc, mon père avait plus cette vision d'attendre que la maison soit faite. Comme ça, quand on part, on va dans la maison.
Mais ma mère, elle dit non, je veux aller chez mes parents et tout ça. Donc, mon père lui dit, bah, débrouille-toi un peu pour l'argent. Et comme tu connais nos mamans, il y a les tantines. Ouais. Donc, elle fait plusieurs tantines. Je la vois, elle fait plusieurs tantines. Elle travaille, elle charbonne pour vraiment pouvoir faire en sorte qu'on puisse tous y aller. Donc, moi et mes frères et sœurs. Donc, on y va. Alhamdulillah, franchement. Déjà, bah, tu sais, quand nous, on part, en plus, c'était la première fois, on prend l'avion et tout ça. Donc, on était habillés vraiment comme des ministres, tu vois. On était vraiment bien habillés, on était tout contents. On arrive en Afrique, moi, je regarde déjà la différence, tu vois. La terre rouge. Je sais pas, je me rappelle quand je suis petit, je vois quelque chose, tu sais, un petit peu à la Simba, quand, tu vois, un truc comme ça, tu vois, ah, c'est ça l'Afrique. Mais un plaisir de voir les choses comme ça. Même si tu vois des choses qui sont pas très bien, tu te dis, ah, ok, d'accord, c'est comme ça, tu acceptes l'environnement. Et donc, les retrouvailles de ma mère avec son père, avec sa mère, c'était incroyable. Ça pleurait énormément. Et vraiment, moi, cette rencontre avec mon grand-père m'a beaucoup marqué. Vraiment, c'est une personne que j'ai beaucoup appréciée par son comportement, par qui il était, ce qu'il faisait. Et jusqu'aujourd'hui, tu vois, ça m'impacte. D'ailleurs, j'ai fait une Umrah pour lui, tu vois, parce que c'était vraiment... Il y a un lien qui s'est créé avec mon grand-père, subhanallah. Et en même temps, de cela, il nous montrait l'Afrique. Et donc, automatiquement, en me montrant l'Afrique, en me montrant les choses, il y a un amour d'Afrique l'amour d'Afrique qui est rentré en moi. Et donc, 2 semaines après notre arrivée au Mali, la mère de ma mère, ma grand-mère, décède. 2 semaines après. Et là, je me dis, waouh, l'intuition d'une maman, comment c'est puissant. Amin. Funérailles, tout ça, c'est compliqué. Ma mère, elle n'arrête pas de pleurer, mais d'un autre côté, alhamdoulilah, j'ai pu voir ma mère avant qu'elle parte. On rentre. 1 an plus tard, son père, il décède. Mon grand-père, donc. Donc, déjà, je remercie ma mère parce que finalement, moi, mon père, il a perdu ses parents tôt. Donc, c'est-à-dire que du côté papa, il n'y avait pas de grands-parents. Mais alhamdulillahi rabbil alamin, on a pu voir les grands-parents du côté de ma maman. Et c'est des souvenirs inoubliables. Et vraiment, ça, comme je te dis, il y a surtout quelque chose qui s'est passé avec mon grand-père. Je me reconnais beaucoup en lui sur des comportements qu'il avait. Et tu vois, il y a une envie de le représenter aussi un petit peu sur ce qu'il faisait et de continuer un petit peu, tu vois. Mais ça, c'est venu après très tard, tu vois. Mais voilà, des fois, je regarde des photos de lui, je regarde des photos quand je suis avec lui. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Amin. Inch'Allah. Qu'Allah accepte la Umrah que j'ai fait pour lui. Amin. Et puis, voilà, donc c'est ça un petit peu 98. Mais vraiment une belle expérience. Belle expérience. J'ai beaucoup aimé. Et qu'une envie, c'est de revenir. Mais pour s'amuser, parce que j'étais petit. Donc voilà, quoi. Mais c'était une belle expérience. Une très, très belle expérience. Et quand même à préciser que si ma mère n'avait pas fait cet effort-là de nous amener en 98, je ne sais pas si aujourd'hui je serais là où je serais, c'est-à-dire cet amour pour l'Afrique, cette envie d'impacter, cette envie de représenter cette Afrique que j'aime. Si ma mère n'avait pas fait cet effort-là, je ne pense pas que j'aurais cet amour aujourd'hui et cette envie d'impacter ma communauté et mon continent. On remercie Maman Sibi. On la remercie beaucoup. Merci maman. Merci. Non, machallah, une belle histoire. Et puis, pour revenir encore sur les similitudes des dates, du coup, moi, dans cette 98 aussi, de vie, 98-99, moi, ma vie bascule à ce moment-là, puisque mon monde de bisounours s'écroule à ce moment-là, puisqu'en Côte d'Ivoire, pour ceux qui le savent, 99, les prémices déjà, c'était en 98, mais en 99, on a un coup d'État. Un coup d'État qui est la résultante de beaucoup de conflits internes dans le pays et qui va donner suite à ça sera une suite de violences et d'événements vraiment, vraiment graves pour la Côte d'Ivoire, puisqu'après, il y aura une guerre civile, etc. Mais moi, mon monde bascule à ce moment-là parce que, du coup, tout ce cocon ce cocon de diversité, etc., et cet univers de bisounours dans lequel je vivais, il s'écroule. L'école s'arrête, c'est la guerre, quoi. Quand tu dis c'est la guerre, c'est la guerre. Parce que nous, souvent, quand on dit c'est la guerre, ça veut dire c'est quelque chose qui est difficile et tout. Est-ce que tu parles c'est la guerre ou c'est la guerre? Frérot, c'est la guerre. Okay. C'est la guerre. La vraie guerre. Non, mais c'est la guerre où t'es réveillé par des tirs de mortier. T'as des chars qui passent dans ton quartier. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre.
Mais ça, je te jure, je suis en train d'écrire un livre, même, juste pour ça. Et je pense qu'on pourrait faire tout un épisode de podcast sur ça. Ok. Mais honnêtement, je reconnais plus mon monde, au fait. Tu vois. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas si c'est un sursaut de maturité ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'amène à beaucoup de réflexions. Parce que je vois qu'on est dans une situation où on est dans un pays qui allait super bien, où tout le monde vivait paisiblement ensemble. Il n'y avait pas forcément de problème, même si le problème a été créé et ça a commencé à germer, mais je ne comprends pas la vraie cause du problème. Tu vois. Je me dis, mais comment c'est possible, en fait? Un pays aussi beau où on vit ensemble, il y a toutes ces communautés, toutes ces nationalités, etc. Comment est-ce qu'on peut en arriver à ça? Tu vois. Et beaucoup de réflexions, parce que à un moment, tu vois, tu fais que ça. Tu fais que réfléchir, etc. Et j'en viens à la conclusion, bonne ou mauvaise, mais je suis persuadé que c'est la bonne, que tout ce conflit, toute cette histoire, au final, en Côte d'Ivoire, c'est dû à un manque d'éducation et à un manque de connaissance de notre histoire. Parce que si on connaissait vraiment notre histoire, Ivoiriens du Nord, du Sud, Maliens, Sénégalais, etc., c'est la même chose. On fait partie du même empire du Mali, etc. Et tout. Et historiquement parlant, c'est pas possible que ça arrive si on se connaît vraiment. Et un manque d'éducation parce que ça a été aussi le fruit de la masse qui a suivi des personnes comme ça, sans vraie réflexion derrière, sans vrai esprit critique, etc. etc. Et donc, je me dis que si ce sont ces deux raisons qui ont fait que ma vie a changé comme ça, si je dois faire quelque chose dans ma vie, c'est de faire en sorte de changer des vies grâce à ces deux raisons. De faire en sorte que je puisse impacter positivement l'Afrique grâce à ces deux raisons. L'éducation et le fait de porter fièrement notre histoire. Et ça a été le début, effectivement, d'un nouveau cheminement. Bien sûr, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis allé au Sénégal. Et donc, c'est un nouvel ère, en fait, une nouvelle ère, pardon, qui a commencé dans ma vie. Et donc, c'était extraordinaire. Extraordinaire comme changement. Yes. Non, mais comme tu as dit à un moment, surtout, un jour, on prendra le temps. Parce que vraiment, cette histoire-là m'intéresse. Parce que, dès quand tu parles de la guerre, tu vois, tu as un rire, tu vois. T'en rigoles, mais dans la réalité, je pense que ça cache quelque chose de plus profond. Mais bien sûr. Et que c'était vraiment quelque chose de terrible. Mais on prendra le temps d'un podcast pour parler que de ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, ça a été le retour au pays d'origine, le Sénégal. Je n'ai pas beaucoup vécu au Sénégal à cette époque, même si je connais bien, je connaissais bien, je partais tout le temps en vacances, etc. Mais un grand fait marquant après ça a été mon arrivée au Maroc. Yes. Puisque après le Sénégal, j'ai fait 1 an, mon année de bac, je suis arrivé au Maroc. Et là, c'est là qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est une phrase de Kwame Nkrumah, donc un célèbre écrivain, homme politique du Ghana, qui dit « Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais je suis africain parce que l'Afrique est née en moi. » Et cette phrase-là, le jour où je l'ai lue, je dis « Mais c'est extraordinaire !» parce que ça décrit exactement mon expérience au Maroc. Je suis arrivé au Maroc et j'ai l'impression que c'est en arrivant au Maroc que j'ai pris conscience que j'étais africain. Et pas dans le mauvais sens du terme, parce que souvent les gens vont penser que du coup je suis arrivé au Maroc et disons-nous les vérités, souvent il y a beaucoup d'Africains de subsahariens du coup arrivent au Maroc et font face à du racisme, etc. Et j'ai fait face à du racisme. Mais c'est pas ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire par là, c'est que en arrivant au Maroc, c'est là que j'ai découvert les communautés africaines. J'arrive en tant qu'étudiant, etc. Dans l'école dans laquelle je suis, il y a le comité des Sénégalais, le comité des étudiants ivoiriens, burkinabés, djiboutiens, etc., etc. Et ça, je suis épaté. C'est extraordinaire, en fait. Il y a une organisation qui s'est faite autour des communautés, mais qui est extraordinaire. Ils organisent des journées culturelles. C'est la première fois de ma vie que j'allais dans une journée culturelle d'un autre pays africain, par exemple du Mali, d'accord, de Djibouti, et que j'étais confronté réellement à la culture, au fait.
Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et là, c'est un nouveau déclic dans ma tête. Je me dis, mais les communautés, c'est puissant, en fait. C'est trop fort. Mais ça, si on arrive à créer ça, on arrive à renforcer ces communautés-là, mais on va faire des dingueries. En fait, il n'y a personne qui peut nous arrêter si on fait ça. Et là, nouveau déclic. Dans ma tête, je dis, mais ça, c'est ça que je dois faire, en fait. Si je veux impacter par l'éducation et par la connaissance de notre histoire, c'est à travers les communautés, au fait. Yes. Et la germe, ça commence à germer. Ça pousse, etc. Et je pense qu'une date, du coup, et je vais te passer la main, c'est 2009. Yes. 2009. Alors, juste avant 2009, pour rebondir sur cet aspect de communauté, alors moi, je grandis en banlieue. Tu vois, je grandis en banlieue. Et comme je t'ai dit, on grandit tous ensemble. Donc, j'ai pas vraiment cette notion de communauté, vraiment. Mais un jour, et c'était pas la première fois, mais là, c'était vraiment... il s'était passé quelque chose de grave. Il y avait un jeune Malien qui s'était fait agresser par des Maghrébins. Sans raison, il s'est fait agresser. Vraiment, on l'a amoché. Et moi, je suis là, je regarde ça, et je me dis, mais c'est... Pourquoi? Déjà, la première question, c'est pourquoi on lui a fait ça? En fait, il n'y avait pas vraiment de raison particulière. Parce qu'il y a eu des insultes, donc le fait qu'il soit noir, ça fait que... Je me dis, déjà là, j'ai un déclic, je me dis, ah, quand tu es noir, on te voit différemment. C'est une réalité. Donc moi, quand je réfléchis, je dis, bon, c'est un groupe qui l'ont tapé. Et moi, à l'époque, bon, comme tout jeune, on regardait les films. Après, on regardait beaucoup des films de gangsters. Hein. Je ne te cache pas que moi, en cité, on regarde beaucoup de films de gangsters. Je ne vais pas donner les noms pour ne pas inspirer les gens. Mais voilà, on regardait beaucoup de films de gangsters. Et dans un des films, je vois qu'il y a des communautés. C'est un film américain. Je vois qu'il y a des communautés. Et à l'époque aussi, je regarde aussi un film, ça je peux en parler, le film Malcolm X aussi, où je vois qu'il y a aussi cet aspect de communauté. Donc je pense qu'aux États-Unis, il y a vraiment cet aspect communauté normal, mais en France, il n'y a pas trop, en tout cas, c'est pas très visible. Là-bas, c'est normal, au fait. C'est normal. Et je me dis, je regarde le film, je vois qu'il y a plusieurs groupes. Et un des groupes, c'était des Noirs, et c'était la BGA, la Black Guerrilla Army. Et je regarde et je vois comment ils sont organisés, je vois comment ils font les choses, et qu'en fait, quand on attaque quelqu'un d'eux, eh ben, comment ils se défendent, ou on n'ose pas les attaquer parce qu'ils sont en groupe. Et donc, moi, directement dans la cité, je vais voir tous les Noirs. Et je leur dis, il faut qu'on fasse un groupe qui va s'appeler la BGA. Je ne vais pas chercher midi 14h. Et il faut qu'on s'entraîne et tout ça. Et on avait même, dans la cité, on avait structuré un truc de barre de traction et tout ça, vraiment un truc où on s'entraînait. Et les gens voyaient cette communauté-là, où on faisait des photos et on nous voyait marcher ensemble. Et ça avait fait beaucoup de bruit. Ça avait fait tellement de bruit. Parce qu'après, la communauté, elle a commencé à grandir. Il y a des grands frères aussi, d'autres quartiers qui ont commencé à venir. Mais après, ça a parlé un petit peu entre grands et voilà, en disant que c'était pas quelque chose de bien. Ça commençait à diviser. Mais voilà, c'était en tout cas la première expérience que j'ai sur cet aspect de faire une communauté. Je trouve ça super intéressant. Tu vois, de clair. Voir que la communauté, quoi. C'est clair. Et je pense aussi que, comme tu as dit, c'est important aussi de préciser que faire une communauté, et c'est bien que les grands frères, du coup, aient intervenu dans ce sens-là, parce que faire une communauté, c'est pas dans le but de diviser. Yes. Moi, et je pense qu'on est dans le... Exact. Je pense même pas, j'en suis sûr, on est dans la même dynamique que les communautés, ça sert pas à diviser. Ça sert, du coup, à construire sur des bases solides. Tu veux construire un mur. Il faut des briques. Il faut que les briques, elles soient solides pour pouvoir poser une brique sur une brique sur une brique. Les fondations, les choses. Et créer quelque chose de fort. Et pour moi, les communautés, c'est ça, au fait. C'est de créer quelque chose de compact et de solide qui permet, du coup, de s'emboîter à d'autres communautés. Exactement. Pour créer un tout. Et créer, effectivement, un tout. Pour nous, le tout, du coup, c'est l'Afrique. Mais bon, on en parlera de manière générale. Mais on ne peut pas se dire... voilà, on veut créer une Afrique qui est forte, qui est solide. Mais il faut déjà... d'une manière un peu plus micro, créer des trucs, des unions, on va dire, ou des communautés qui soient solides, pour construire autour de ça. Clairement. Bref, c'était une parenthèse, mais je pense que c'est important. Non, c'était une parenthèse qui est importante. Et en fait, rappeler, tu vois, en parlant de banlieue, après, tu vois, je suis sorti de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'avais envie d'être une bonne personne. Tu vois, j'avais fait beaucoup de bêtises. Tu vois, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai dû aller en garde à vue, des choses et tout ça. Mais à un moment, je réfléchis, je vois qu'à l'école, moi, c'est difficile. J'ai des problématiques, c'est compliqué. Et je me dis, si je continue comme ça, est-ce que vraiment il y a une plus-value pour moi et pour ma famille? Donc dès là, je me dis, non, moi, il faut que je travaille. C'est-à-dire que là, si j'ai envie d'être correct, il faut que j'arrête l'école, il faut que je travaille. Donc je fais un premier stage dans un magasin de jeux vidéo.
ça me plaît pas trop. Et je rencontre Yacine. Donc Yacine, lui, il travaille dans le BTP. Et donc, il rentre et il parle de ce qu'il fait. Et moi, j'ai envie de changer de stage. Alors, je lui dis, moi, j'ai envie de venir avec toi dans le BTP. Sachant que moi, en fait, toute ma jeunesse, à partir de 16 ans, mon premier stage, je l'ai fait avec mon père dans le BTP. Donc, c'était un monde qui me parlait. Le fait de manipuler des choses avec mes mains, voilà, je préférais ça, bouger, que d'être là à attendre, à attendre les clients. Et donc, Yacine me prend en stage, ça se passe super bien. Et ce qui se passe après, c'est que lui, en fait, il travaillait dans toute la France. Tu vois, il travaillait dans toute la France, il travaillait pour les magasins Conforama, But, ce genre de magasins. On travaillait sur les showrooms, sur les magasins. Ouais. Donc, j'étais solier moquettiste. J'ai aimé ce métier. Vraiment, j'ai aimé le BTP, j'ai aimé ce métier. Et je travaillais avec lui. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on partait dans toute la France. Ouais. Tu vois, cette expérience-là, j'en parle parce qu'elle est importante. Elle m'a fait sortir du quartier et j'ai découvert d'autres univers. Ouais. D'autres univers où j'étais quasiment le seul noir. Tu vois, j'étais à Lille, j'étais à Boulogne-sur-Mer, j'étais à Maubeuge, j'étais à Metz, j'étais à Nancy, j'étais à Châlons. Tu vois, à Reims, pas Châlons, Reims. J'étais à Reims, qui est à côté sur la route de Châlons. En tout cas, j'ai fait plusieurs villes. Ça m'a ouvert l'esprit. Et aussi, à ce moment-là, je commençais à avoir aussi mes premiers pas vers la spiritualité. Parce que quand tu sors comme ça, tu t'éloignes vraiment de la spiritualité, tu vois. Mais en faisant ça, à un moment, je travaille avec Yacine, je gagne bien ma vie, je suis bien. Mais il y a un moment où je me sens un peu limité. Et j'ai cette envie d'être entrepreneur. Ça, c'était quand ça? Et là, c'est 2009. J'ai cette envie d'être entrepreneur parce que quand j'étais salarié, des fois, il y avait des choses que je demandais que je ne pouvais pas voir. Franchement, ça me dérangeait. Tu vois, des moments ou des choses, parce qu'on travaillait 5 jours à l'extérieur, on revenait le week-end. Voilà, il y avait des choses que je demandais que je ne pouvais pas avoir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était au niveau du salaire. C'est-à-dire que j'avais un salaire qui était fixe. Et je voyais un petit peu les sommes qu'on faisait, tout ça. Et je me suis dit, mais je me sentais limité. Limité, tu ne pouvais pas aller chercher plus que ça. Je ne pouvais pas aller chercher plus. Et j'avais demandé à avoir plus. On m'a dit, oui, pas maintenant, on va réfléchir et tout ça. Mais je comprends totalement aujourd'hui, avec du recul, en tant qu'entrepreneur. Mais à l'époque, voilà, j'avais envie de plus, j'avais besoin de plus d'argent, j'avais envie d'aider ma famille et tout ça. Et donc, je vais voir Yacine. Je lui dis, Yacine, moi, honnêtement, aujourd'hui, j'ai envie d'être entrepreneur. Si je suis entrepreneur, c'est-à-dire j'ouvre mon entreprise, est-ce que tu acceptes de me donner du travail? Moi, je suis sous-traitant avec toi. Et lui, ça l'arrangeait. Il me dit, mais tu travailles vraiment bien, donc il n'y a pas de problème, donc on fait comme ça. Et donc, c'est là que je commence mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Je fais mes 2 premiers chantiers et je touche un chèque, un gros chèque direct, un chèque de 23 000 euros. Et là, je me dis, ouais, ça, c'est bien. C'est fait pour moi, tu vois. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à entreprendre. Et de là, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai pensé que j'étais un entrepreneur, mais j'étais juste, oui, un entrepreneur sur le papier, mais qui travaillait vraiment comme un salarié. C'est-à-dire que même la comptabilité, je ne prêtais pas trop attention. J'avais 22 ans. Donc voilà, quand j'avais 15 000 euros, c'est à moi. Il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de ceci. Tu payes les salariés et puis c'est OK, tu vois. Mais à un moment, Yacine n'avait plus trop de boulot. Donc comme c'était un peu compliqué pour lui, si c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour moi. Et moi, je n'avais pas fait tout ce travail de marketing, de branding, de recherche de clients. Et c'est là où il me dit, Mohamed, il faut que tu es un chef d'entreprise, il faut que tu cherches tes propres clients. Et c'est là où je trouve beaucoup de difficultés. Et je vois qu'en fait, être entrepreneur, ce n'est pas seulement travailler, c'est vraiment structurer une société, c'est être un bon communicant. Et c'est là où je commence à me former. Je commence à lire des livres d'abord, de développement personnel, justement pour m'améliorer. Je vois qu'il faut que, par exemple, je m'améliore sur ma communication, sur le marketing, sur la gestion d'entreprise, sur pas mal de sujets. Et c'est là que je commence à me former, à devenir justement un meilleur entrepreneur. Et par la suite, avec mon père, on décide de co-créer une société qui s'appelle SB Multiservice. Donc une société où on accompagne les promoteurs immobiliers à livrer leurs chantiers. Donc, alhamdoulilah, c'est une société qui marche très, très bien. Et à un moment, je regarde la société, je me dis, il faut que je performe, il faut que j'aille plus. Et je me fixe un objectif. J'ai envie de dépasser le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais pour cela, je regarde qu'il faut vraiment que je me développe. Donc, je fais des formations PNL, des formations en communication, beaucoup de formations, justement pour me développer. Et derrière, j'applique. Et donc, j'ai appliqué. Alhamdoulilah, on a pu dépasser ce chiffre d'affaires. Et en fait, c'était
le fait aussi d'avoir des gros clients. Tu vois. Aujourd'hui, nous, la société SB, alhamdoulilah, travaille pour des gros clients comme Nexity. Enfin, on travaille beaucoup pour des promoteurs immobiliers. Ouais. Nexity, Cogedim, Franco-Suisse, le groupe Vinci. Je travaille aussi pour le PSG et d'autres groupes. Alhamdoulilah. Donc, voilà un petit peu mon parcours entrepreneurial. 2009, c'est vraiment cette décision d'entreprendre, mais pas que, parce que j'ai remarqué qu'à travers l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, c'était l'un des meilleurs moyens de me développer, de grandir. J'avais cette forte envie de me développer et de ne pas rester à un bas niveau. Je voulais vraiment toujours, je cherche à comment je peux monter, comment je peux explorer d'autres niveaux. Non, très, très, très belle histoire, très, très, très beau cheminement, je trouve, et ça montre qu'effectivement, le développement de soi, donc le fait de rechercher de la connaissance, etc., c'est très puissant en tant qu'entrepreneur. Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Et les similitudes sont encore incroyables, puisque moi, bon, ça va être aussi 2009, une date marquante, même si ce n'est pas dans l'entrepreneuriat. Moi, ça vient beaucoup plus tard. Mais je rentre dans le monde du travail en 2009. Et c'est aussi une série comme ça de choses qui changent ma vie aussi. En 2009, pendant que je suis en train de passer ma licence en management international, je veux plus dépendre de papa, de maman, etc. et tout, du Western Union qui arrive à la fin du mois. Je me dis non, c'est bon. Et donc, je décide de commencer à travailler en continuant ma dernière année d'études. Et donc, je fais un travail qui jusqu'à aujourd'hui me marque. Et donc, moi, aujourd'hui, quand je reçois des appels des services clients et tout ça, je suis toujours gentil. Et je réponds toujours de manière très polie, etc., sans raccrocher au nez parce que je l'ai fait. Ça a été mon premier taf. De passer des appels aux gens. Alors, je n'étais pas en appel sortant, je ne faisais pas de la télévente ou de la prospection, mais je recevais des appels de clients et je travaillais pour Bouygues Télécom, pour Free, etc., comme chargé de clientèle technique. Donc, un client qui avait un problème avec son modem, Internet ne marchait plus, etc., c'est souvent sur moi qui tombait. Et ce boulot-là, du coup, tu as parlé tout à l'heure du fait de sortir, d'avoir voyagé un peu, etc. et de te retrouver dans des situations où tu étais souvent le seul noir. Moi, ça m'est arrivé. Dans cet environnement-là, où je suis rentré dans le monde du travail et j'arrive dans une boîte où c'est une boîte marocaine, hein. Enfin, c'est une boîte française, mais installée au Maroc. Et quand j'ai démarré, les noirs, on les compte sur le bout des doigts, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, au fait, c'est une grosse responsabilité. Parce que quand tu arrives dans un environnement comme ça, tout ce que tu fais, on va te prendre comme exemple. Donc, si tu fais des bonnes choses, on va te prendre comme exemple pour toute la communauté derrière. Si tu fais des mauvaises choses, on va te prendre comme exemple pour toute la communauté. Et donc, je me suis dit, au fait, je peux pas ne pas montrer de l'excellence ici. Parce que si je le fais pas, si je démontre un mauvais comportement, etc. et tout, c'est toute la communauté derrière qui en pâtit. Le prochain qui va venir déposer son CV, on va peut-être le refuser par rapport à ce que j'aurais fait éventuellement. Et donc, je me dis, au fait, c'est pas possible que je ne montre pas de l'excellence. Et dans cet état d'esprit, du coup, après quelques mois, quelques années même au téléphone, je passe coach. Donc, après, mon rôle, c'est du coup d'aider les gens à pouvoir performer au téléphone. D'accord. Je passe formateur ensuite. Donc, je forme les gens à devenir effectivement chargé de clientèle. C'est un métier que j'adore jusqu'à aujourd'hui, la formation, le fait de transmettre ces connaissances-là. Et en faisant ce petit bout de chemin, je suis recruté par Amazon. Donc, un très bon ami d'abord d'ailleurs, Mehdi Slaoui, je te remercie, qui passe mon CV du coup à un recruteur chez Amazon parce que il a l'intention de postuler, mais voilà, l'anglais est un peu compliqué et donc il me recommande directement. Et donc je suis recruté chez Amazon en tant que formateur et là c'est le début d'une belle aventure parce qu'effectivement j'ai l'opportunité de pouvoir me développer aussi sur énormément de choses. Donc la formation forcément effectivement j'en fais, mais je me développe sur la conception pédagogique, je me développe sur le project management. J'ai une certification du coup en project management, une certification Prince2. J'ai une certification en instructional design, donc en conception pédagogique. Et au fur et à mesure des années, donc entre 2013 à 2017, j'engrange de l'expérience. Je voyage aussi.
je vais à l'extérieur, je vais en France, je vais en Allemagne, je vais aux États-Unis, etc. Donc, ça me permet du coup de voir le monde aussi sous un nouvel œil, sous de nouvelles expériences et vraiment d'acquérir des connaissances que je pense que je n'aurais jamais pu acquérir si je n'avais pas eu cette expérience-là. À travers le coaching, du coup, je me forme à comment identifier un problème par rapport à une personne et comment résoudre ce problème-là, comment lui apporter les bonnes ressources pour pouvoir se développer, comment créer du contenu de formation de manière... on parle d'ingénierie de formation, comment effectivement créer une formation pour que ce contenu puisse être assimilé et qu'il puisse coller aux différents styles d'apprentissage des gens, etc., etc. Donc, beaucoup d'expériences qui font que je me développe de plus en plus. Et je pense qu'on en arrive à encore une date assez similaire. Pour moi, c'est 2017 et toi, 2018. Si je ne me trompe pas, c'est 2018. Moi, 2017, c'est mon arrivée en France. Ok. J'arrive en France en 2017. Welcome. Ouais, ça a été une belle expérience, mon arrivée en France. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une très, très belle expérience, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que je me suis pris une belle claque quand même en arrivant en France parce que, encore une fois, c'est un changement d'environnement qui était voulu, puisque on me propose effectivement un job toujours chez Amazon en tant que Learning Manager à Chalon-sur-Saône, ville que je ne connais pas du tout. J'y arrive parce que un certain Alexandre Bellotti, que je salue aussi, Alexandre Bellotti qui est RH avec moi déjà à Rabat, au Maroc, et qui rentre en France à Chalon-sur-Saône, du coup, qui est sa ville d'origine. Et donc, j'arrive, je connais Chalon à travers lui. Je me dis, bon, OK, il est là-bas, on va y aller. Et encore une fois, j'arrive dans un environnement où, on va dire, au niveau hiérarchique auquel j'arrive, je suis pratiquement le seul noir aussi. Et là, contrairement à l'expérience d'avant où je m'étais dit, voilà, il faut que je prouve, etc. Là, je me dis, non, en fait, c'est pas normal. Parce que je ne suis pas le seul. Je n'ai pas fait des trucs de ouf non plus, etc. Et tout. On devrait avoir plus de personnes qui me ressemblent à ce niveau hiérarchique. Parce que, voilà, ça devrait être possible. Donc, je me pose beaucoup de questions comme ça. Et après, va arriver il y aura beaucoup d'autres initiatives que je vais prendre dans ce sens. Mais dis-nous, du coup, toi, 2018, qu'est-ce qui se passe ? Moi, 2018, avec mon père, on a bien travaillé. Ouais. Et mon père, il me dit, c'est bon, j'ai fini la maison. Ce qu'on va faire, on va prendre toute la famille et on va aller en Afrique. On va aller au Mali. Et je lui dis, OK, bonne idée. Donc, on prépare ça. C'est compliqué parce que quand tu es beaucoup, les billets sont chers. Pour les paiements, c'est un peu compliqué. Mais alhamdoulilah, je fais le travail. C'est moi qui organise tout. Je fais l'effort. Et on y va. Moi, je vais avec ma femme et mes enfants. Et puis, il y a ma sœur aussi qui vient avec ses enfants. Vraiment, on y va toute la famille. Il manquait peut-être mon frère Amadou. Mais le reste, on était là. Donc, on y va. Alhamdoulilah, je suis content. Je suis content d'amener ma femme de mon pays, ma fille aussi, Koumba. Koumba, que je salue. Hussein aussi, il ne faut pas que je l'oublie, mais il n'était pas là à cette époque-là. Et, par contre, là, quand j'arrive, tu vois, quand je te dis, quand j'étais petit, j'arrive, je dis, ah oui, c'est beau, la terre rouge et tout ça. Ouais. Là, quand j'arrive, je me dis, ah, le pays, là, il est comme je l'ai laissé. Ouais. Et là, on est sur 20 ans. Ouais, 98. Oui, 2018. On est sur 20 ans. Ouais. Et je me dis, le pays, il n'a pas bougé. Je me dis, mais mon pays, il est sous-développé. Moi, j'ai grandi en France et tout ça. Ouais. On voit quand même, ça, on peut critiquer comme on veut, mais il y a une évolution et les choses avancent. Ouais, bien sûr. Les choses se passent. Mais là, quand je regarde mon pays, je dis non, c'est sous-développé. Déjà, ça, c'est un premier choc. Ensuite, on roule avec mon père, donc il me montre des champs, des choses qu'il a appris et tout ça. Donc, il me montre tous les champs qu'il y a au Mali. Je dis, waouh, c'est magnifique, il y avait vraiment beaucoup de champs. Très peu de gens dans les champs, mais quand même beaucoup de terrain. Ouais. Je dis, oh, ça, c'est intéressant. Quand on revient, on achète des fruits et des légumes. Il y avait, je me rappelle toujours, c'était une orange. Je prends l'orange. Déjà, quand je vois l'orange, elle est gonflée, elle est bizarre. Je l'épluche, je la mange. Je dis, mais elle n'est pas bonne, l'orange. Je prends une banane, pareil. Je dis, mais
Je dis, comment ça se fait que les fruits ne sont pas bons? Tu sais, tu te dis que tu es en Afrique. Ouais. Donc, tu vas manger des fruits, des légumes, de la terre. Et donc, c'est bio, c'est naturel, tu vois. Là, c'est pas bon. Et je demande aux commerçants, je dis, mais ça vient d'où? Ah, ça vient d'Espagne. Ah, ça vient du Maroc. Ah, ça vient de France. Ça vient de tel pays. Je dis, mais ils sont les produits locaux, là, africains, maliens, avec toutes les terres que nous avons. Et là, on me dit, non, il n'y a pas, bon, les gens, tout ça. Et c'est vrai que quand il y a un phénomène que je vois en Afrique, en tout cas surtout au Mali, c'est que beaucoup d'entrepreneurs qui vendent tout. C'est-à-dire qu'ils vendent tout, mais qui vendent tous les produits de l'extérieur. Ouais, je vois. Ouais. Tu vois, tous les produits chinois, tout ce qui vient. En fait, nous, on est là, on revend tout. Et je me dis, là, il y a un problème, surtout au niveau de l'économie. Un pays, comment il fait pour s'en sortir? Il vend les choses des autres. Il n'y a rien qu'on crée. J'ai ce souci-là. Ouais. Et je me dis, non, c'est pas possible. Je me suis dit, non, il y a ce truc où il faut que je contribue au développement de mon continent. Je ne peux pas laisser... ok, je suis français, j'accepte, tu vois. Je suis vraiment un Français, mais... Tu vois, je pense que, tu vois, cette notion de développement, pour moi, moi, il y a un mot qui... Et je pense que c'est un mot aussi qui nous concerne tous les deux, c'est cette notion de développement. Bien sûr. Et moi, le développement, déjà, de ma personne, il est important. Le développement de ma communauté est important. Et le développement de mon pays, c'est extrêmement important. Et d'un autre côté, je vois le potentiel. Je me dis, mais il y a de la terre, il y a des choses. Il y a du potentiel. Ouais. Donc, tu vois, et c'est là qu'avec mon père, on prend la décision de commencer des activités. Donc, on commence... quelques années plus tard, on commence à faire un petit peu d'agriculture, de pisciculture, des choses comme ça. Mais je vois que c'est difficile et que ce qu'on produit, ça ne va pas développer le pays. Ouais. Mais quand même, déjà, le fait de commencer à faire des choses, c'est intéressant. On est aussi un peu dans l'import-export. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et puis après, on verra. Mais en tout cas, j'étais toujours comme ça. Donc, 2018, c'est vraiment ce déclic de me dire, je ne sais pas comment, mais il faut que je contribue au développement du Mali. Ok. Intéressant parce que, encore une fois, c'est la différence de perspective, elle est incroyable. Effectivement, tu te vois après 20 ans que le pays n'a pas évolué, donc c'est un choc. Et du coup, ce choc-là, au fait, tu l'as en rentrant. Moi, le choc, je l'ai en venant en France. D'accord. Pas en voyant le sous-développement de l'Afrique, parce que je savais, je connaissais les réalités. Mais c'est en arrivant en France... et en me disant qu'au final, on a énormément d'opportunités du coup, de pouvoir, à partir de là, à partir de la France, du coup, à partir de l'Europe, de la diaspora de manière générale, impacter vraiment le continent. Et quand j'arrive et que je parle de mon expérience en arrivant en France, etc., et en voyant que voilà, on a beaucoup de diversité, effectivement, sur les tranches, en parlant d'Amazon, par exemple, au niveau des niveaux très bas hiérarchiques, malheureusement, et beaucoup de diversité. Plus on monte, bien évidemment, beaucoup moins de diversité. Et moi, là, du coup, je me dis, OK, à ma petite échelle, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je décide de me lancer dans une aventure que je pense que je n'aurais jamais imaginé me lancer dans ça. Mais aux États-Unis, chez Amazon, il y a de manière générale, chez Amazon, il y a ce qu'on appelle des groupes d'affinité. Donc, c'est des personnes, des employés qui se mettent ensemble autour d'un sujet spécifique issu de la diversité et qui travaillent ensemble à améliorer effectivement soit les conditions des personnes autour de ces communautés, etc. Et parmi ces communautés, il y a un groupe qui s'appelle le Black Employee Network. Et donc, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, etc., mais qui n'existe pas en France. Je me dis, mais on aurait bien besoin de ça en France. Du coup. Et donc, je décide du coup de dire, écoute, et ça fait suite d'ailleurs en plus à des événements tragiques qui sont passés, la mort de George Floyd, je crois que c'était en mai 2020, si je ne me trompe pas. Et tout ça, au fait, je me dis, au fait, il y a un momentum qu'il faut saisir parce que ça va permettre du coup de démocratiser ces sujets-là et du coup, ça va permettre de le faire accepter aussi au final. Que c'est OK d'avoir des communautés. C'est pas une mauvaise chose. Donc, je décide de lancer effectivement le Black Employee Network au sein d'Amazon où l'objectif, c'est vraiment de promouvoir ou en tout cas d'aider, d'être un partenaire du business dans le recrutement, le développement professionnel des employés afrodescendants. Ça marche du tonnerre, honnêtement. Le business nous épaule, chose qui n'est pas évidente, mais effectivement, on a l'appui du business pour toutes les activités qu'on fait.
et vraiment, ça marche du tonnerre. On a un engouement autour des événements qu'on organise. On sponsorise des événements en externe, notamment Business Africa. Je crois que c'était la 2e édition, en tout cas celle de 2021, qu'on sponsorise. Donc voilà, on commence à faire des choses et je vois qu'on avance. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus décomplexés, etc. Mais ça ne me suffit pas. Je me dis, OK, c'est super, mais qu'est-ce que je fais concrètement pour l'Afrique, tu vois ? Qu'est-ce que je fais concrètement pour la communauté et pour le développement de l'Afrique ? Et c'est là que l'entrepreneuriat commence à me titiller, on va dire. Et pourquoi l'entrepreneuriat ? Je ne sais pas, parce que je me dis que je commence à m'intéresser de manière complètement fortuite et je me rends compte en tout cas que la vraie création de valeur, la vraie création de richesse, surtout sur le continent africain, je pense que ça passe par l'entrepreneuriat. Parce que les Africains sont des entrepreneurs nés. On est des entrepreneurs, sauf que ce n'est pas aussi formel. Il y a beaucoup d'informels en Afrique. Et je pense qu'aussi, alhamdoulilah, Allah met des personnes sur ma route et ça conforte cette idée-là. Et c'est là qu'on va parler de Marie. Marie-Yvonne d'Almeida. Quelle année ? d'Almeida. C'était en 2021 que je fais sa connaissance. En tout cas, que je tombe sur les réseaux, en tout cas, autour de Marie. Et direct, ça m'intéresse. Je me dis, mais c'est intéressant ça, en fait. Je me dis, faire une immersion au Sénégal pour l'entrepreneuriat, pour le business, être entouré de personnes qui sont dans la même dynamique, etc., ça peut que être extraordinaire. Je prends contact avec elles, je prends un rendez-vous avec elles et directement, de par les discussions qu'on a, de par la vision qu'elle a aussi, je me dis, c'est bon, vas-y, c'est bon, je viens. C'est bon. Et donc, ouais, je remercie d'ailleurs Marie. Remercie Marie parce que... Merci Marie-Yvonne d'Almeida. C'est ça, Madame Voilà, il faut Connexion. préciser, Marie Connexion. Marie Connexion. Ouais, un grand merci parce que Marie a réussi à créer un truc qui est extraordinaire, en fait. Ouais. Elle a réussi à créer un environnement où des entrepreneurs, des personnes de la diaspora, des amoureux de l'Afrique viennent se mettre ensemble et travaillent sur des vraies problématiques et sur des vrais projets qui peuvent venir impacter le continent. Et sa vision, je trouve, elle est extraordinaire et bien évidemment, on va en parler. C'est grâce à Marie, au final, que moi, on se rencontre. C'est ça. Moi, d'abord, pour Marie, donc je la remercie encore. Moi, Marie, elle m'a contacté. Alors, j'avais déjà vu. Alors, c'est moi qui vais vers elle parce que je vois la vision qu'elle a. Et quand Marie parle de ça, elle fait partie des premières. De vraiment d'amener des gens sur le continent, leur faire vivre une expérience culturelle, entrepreneuriale et tout ça. Donc, déjà, moi, ça m'intéressait. Et ça m'intéressait plus pour ma femme. Ma femme est sénégalaise et l'idée, c'était que je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aller avec Marie faire ça ? Donc, j'appelle Marie, elle m'explique un peu tout ça. Et ce qui se passe au final, c'est que madame ne peut pas aller. Et Marie, au dernier moment, le business trip, là, ça commence dans 2 jours. Elle m'appelle. Elle me dit, Mohamed, on a un des coachs qui nous a lâchés. Est-ce que tu peux remplacer ? Donc, moi, je suis là, je ne suis pas prêt. Je dis, mais bon, attends, on va aller en Afrique. Comme la vision de Marie, elle me parlait. Donc, vraiment, sa vision me parlait énormément. Et aussi, j'avais fait la rencontre des personnes, justement, qui avaient les projets. On s'était rencontrés à Paris. Et ça aussi, le fait de les rencontrer, de voir d'autres Africains comme moi, qui ont la même vision et tout ça, je me suis dit, ça peut être vraiment intéressant. Et très honnêtement, quand je les ai vus, et pourquoi je suis allé directement aussi, j'ai senti que je pouvais les aider. J'avais ce sentiment de, si j'y vais, de ce que j'ai appris, des compétences, je peux les aider. Donc, ça m'a déclenché et j'ai accepté directement. Je me rappelle, j'ai préparé la formation dans l'avion et tout ça. J'étais vraiment... j'étais en feu. C'était une période, tu vois, de mon cerveau, ça allait vite. Je savais ce que je voulais, comment je le voulais, tout ça. Et donc, elle me donne l'opportunité. Donc, je suis en face de ces entrepreneurs. Donc, moi, on me surnomme le boxeur des doutes. Donc, je suis là un peu pour boxer les doutes des entrepreneurs, leur donner mon expertise, parler d'excellence, parler de connaissance de soi. Vraiment, tous les domaines que j'ai appliqués sur moi. Parler un peu de leadership, d'art oratoire. Et franchement, Malik, quand je fais ça, déjà, par rapport à moi, je me sens carrément dans ma mission de vie à ce moment-là. Alors, c'était très dur. Mais je me sens carrément dans ma mission de vie, d'être là, en Afrique, de former
des entrepreneurs africains dans le développement de leur personne, dans le développement de leur projet, c'est fait partie des meilleurs moments de ma vie. Surtout que c'était en Afrique. Et en plus, à côté de ça, Marie nous fait découvrir le Sénégal. Comme on l'a jamais vu. En fait, non, Marie, il faut te remercier. Non, parce que ce qu'elle a fait, jusqu'aujourd'hui, ça a de l'impact. C'est incroyable. C'est-à-dire, elle nous a connectés aussi à l'Afrique. Nous montrer le beau côté de l'Afrique. Malik, tu sais, nous, comment on a grandi, on nous a toujours montré le mauvais côté de l'Afrique. Quand on regarde l'Afrique, c'est les petits jeunes nus avec des gros ventres, ou c'est faire des demandes et des quêtes pour faire des dons, ou c'est l'esclavage. Mais là, non, on voit un bel Afrique, comme j'ai jamais vu. Tu vois, et ça me donne de l'amour pour l'Afrique. Ça me donne de l'amour pour les Africains. Et aussi de me dire que finalement, je ne suis pas seul, fou, à penser qu'on peut se mettre ensemble et à développer ou à contribuer au développement du continent. Donc, vraiment, c'est une expérience qui est incroyable. Je remercie encore Marie, c'est très important. Je remercie Asitan aussi, qui était là avec nous. Je remercie Dawila Salmi aussi, qui était là avec nous. Et je remercie toutes les personnes qui étaient là, qui ont participé à ce business trip, parce que jusqu'aujourd'hui, on est encore ensemble, on collabore, on échange. Il y a des personnes que j'ai encore accompagnées après, donc merci pour tout cela. Et donc, après, il y a le deuxième business trip. Donc, je te laisse un peu commencer avec ce business trip-là. Et puis, ouais, c'est ça. Deuxième business trip, donc deuxième promotion. Je fais partie de cette deuxième promotion. Honnêtement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Même si, comme j'ai dit, j'ai parlé avec Marie, c'était extraordinaire, etc. Je suis on board dès notre premier échange. Voilà, et donc, je crois que ça devait être en octobre ou en novembre 2021. Et du coup, le business trip était prévu pour février. Et on a une première rencontre, du coup, sur Paris. Yes. Première rencontre, c'est là qu'on se voit physiquement pour la première fois. C'est ça. Donc déjà là, très belle impression avec tout le groupe, mais avec toi précisément. Je rencontre Asitan, je rencontre Dawila aussi, etc. Donc l'ambiance, elle est extraordinaire. Extraordinaire, franchement, je me dis, ah ouais, au fait, j'ai bien fait. Je suis dans un environnement qui me plaît, je suis entouré de personnes avec qui je connecte. Donc voilà, je suis vraiment très content. Du coup, cette première rencontre se passe très bien. On échange un peu sur l'atelier et sur ce qui nous attend à Dakar. Et ensuite, du coup, on arrive à Dakar. Et l'expérience à Dakar... Non, Marie, tu connais des problèmes. Non, l'expérience à Dakar était extraordinaire parce que moi, je connais l'Afrique. Je connais la beauté de l'Afrique déjà. Mais je redécouvre l'Afrique sous un nouvel angle, encore une fois. Extraordinaire, une super belle expérience parce que là, je le découvre sous le business, sous l'aspect business. Yes. Aussi, tu vois. Pour moi, c'était que les vacances, le Sénégal. Et là, je le découvre sous l'aspect business. Et c'est extraordinaire parce que non seulement sur l'évolution que, en si peu de temps, je pense que j'ai dû gagner 2-3 ans en 10 jours sur l'évolution de mon projet, tu vois. Donc déjà, en termes d'accompagnement, etc., avec Asitan, avec Dawila, avec toi, c'était extraordinaire. Mais même humainement, c'était extraordinaire. Non, humainement, c'était trop. Moi, je me rappelle, c'était trop. Déjà, le premier soir, directement, tu nous ramènes au carré, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est vrai. Déjà, tout ça, c'était vraiment un beau moment. Et déjà, quand on s'était vu à Paris, j'avais fait un petit travail de connaissance de soi sur vous. Tu vois. Je me rappelle. Et tu te rappelles, toi, ce qui était ressorti, il y avait la spiritualité, il y avait le MMA. Tu vois, c'était un sport de combat, c'était le MMA. Et donc, le sport en général et tout ça. Donc, on voyait déjà qu'il y avait des similitudes. C'est clair. Et quand on est au Sénégal, bon, moi, je te propose directement, déjà, de faire la prière ensemble. Ça, c'était logique, tu vois. Mais c'était d'organiser quelque chose, de se dire, tiens, après, tu me dis, on fait l'Éden. OK, tu fais l'Éden, on dirige la prière. OK. On aime le Coran. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la prière. Ça, c'est la base. Juste après, on va lire le Coran. D'accord? Donc, lire, se corriger, apprendre. Ça dépendait de chacun. Et on remercie le frère Abdoulaye Souma qui était avec nous. Abdoulaye Souma. Non, le grand Sénégalais. Grave. Voilà. Donc, et il est avec nous. Et moi, j'avais ramené mes gants, tout ça. Comme je savais que toi aussi, tu étais dans les trucs de sport, je me suis dit, tiens, on va faire un peu de pâte d'ours et tout ça. Yes. Et donc, on rajoute aussi une petite partie de sport et ça devient notre routine. La routine matinale.
ça devient notre routine. Incroyable. Et une routine incroyable. À chaque fois qu'on faisait cette routine-là, franchement, je pense pas, ça nous faisait passer des journées incroyables. Des journées pleines de baraka, des journées pleines de gratitude, des choses inexplicables. Ouais. Et je pense que ça nous lie de ouf. Ouais, ça crée de l'amour. Je pense que ça crée quelque chose entre nous direct, qui est très, très, très puissant. Direct. La spiritualité, le sport, l'entrepreneuriat. On était vraiment dans cet environnement-là. Et c'était trop puissant. C'était trop puissant. C'est trop fort. Et je pense que de tout ce mixte, il y a un mot qui ressort. Yes. L'impact. L'impact. On veut impacter. On veut impacter l'Afrique. On veut impacter notre communauté. Et surtout moi, alors, moi, je l'avais un peu. J'avais fait un gros travail sur moi. Ouais. Et en fait, quand je parle avec toi, on avait un coaching ensemble. Je regarde ce que tu fais, ce que tu as fait et tout ça. Et je vois qu'en fait, à chaque fois, et même quand on écoute toute ton histoire, à chaque fois, tu regardes comment tu peux avoir de l'impact. Tu vas chez Amazon, comment je fais pour avoir un impact. Tu vas au Maroc, comment je fais pour avoir un impact. Il y a même des gens, tu m'avais dit qu'il y a des gens au Maroc que tu as accompagnés qui t'appellent jusqu'aujourd'hui. Ouais, grave. Et tout ça. Donc, je me suis dit, et c'est ça qui ressort. Et après, on voit qu'on veut impacter. Et tellement on a cette envie d'impacter, qui est là tout de suite, on n'a pas envie d'impacter dans 10 ans. Et ben il y a ce truc où on commence à travailler sur un premier projet. Ouais, grave. Une salle de sport. On s'est dit qu'on va ouvrir une salle de sport. Yes. Et parce que voilà, on est amoureux de sport tous les deux, etc. Et on se dit, on sait qu'on veut bosser ensemble. Ouais. On se dit, bah tiens, salle de sport. Voilà. Faisons une salle de sport, etc. Et tout. Et de ça, il y a le retour en France. Je pense qu'on fait 1 ou 2 réunions pour parler de ce projet on parle de salle un peu, de sport, etc. Sans aller trop loin, mais on parle un peu. Loin, voilà. Mais donc, il y a des on revient on revient à la réalité. On revient à la réalité. Mais quelques mois plus tard, du coup, moi, toujours chez Amazon, toujours dans dans cette dynamique de développer Ben, donc le Black Empire Network, on organise un événement à Villa Maasai. Yeah, Villa Maasai. Villa Maasai. On remercie Villa Maasai. Il faut remercier. Ouais, non, il y a des personnes et des endroits. Non, Villa Maasai. Il faut remercier. Obligé. Incroyable. John, franchement, he's the man. He's the man. Yes. Non, donc Villa Maasai, on organise un événement là-bas pour Ben. Et toujours dans cette dynamique, je me dis, voilà, si j'ai une opportunité de travailler avec quelqu'un de la communauté, etc., et tout, je le fais. Donc voilà. J'avais l'opportunité de prendre un photographe, vidéaste, etc., à des 2000 € ou bien des trucs comme ça. Je me suis dit, pourquoi ? J'ai mon frère, je sais qu'il adore l'audiovisuel. Yes, parce que en plus, on fait un shooting. Ouais, parce qu'à Dakar, en fait, je ramène mon appareil photo. Alors, moi, je suis un autodidacte. Ouais. Je suis multipotentiel. J'aime beaucoup de choses et j'aime la photo. Ouais. Et d'ailleurs, quand je vais au premier business trip, aussi, je prends des photos, des vidéos et tout ça. Et oui, donc on fait une séance et après, je pense que ça a mis la petite graine dans ta tête. Je me dis, voilà, on a fait un shooting, etc. et tout. Moi, j'ai besoin de photos, je t'appelle, quoi. Je dis, hey, viens, on a un événement, etc. et tout. Et merci pour ça. Franchement, avec plaisir. Franchement, et je te le dis en confidence, mais maintenant ça va devenir public. Au moment où tu me proposes ça, j'étais dans le besoin. Ah bah tu vois. J'étais dans le besoin et quand tu me proposes ça, ça m'a tellement soulagé. Mais en plus, tu vois, et je me rappelle même, je te dis, frérot, je te demande pas un service. Hein. C'est pas moi qui paye ça. Ouais, carrément. Et même moi, je te dis non, tranquille facture. Et tout. Tu me dis non, facture et tout. C'est un truc qu'on a. On a des subventions. Voilà, t'es un entrepreneur et tout ça. Donc voilà, ça se fait et on passe un excellent moment. Tu vois, l'événement se passe bien, tu prends des photos extraordinaires, etc. et tout. Et je pense que ce moment-là aussi, tu vois un peu mon environnement du coup. Ouais, je vois ton environnement. Tu vois l'impact que je veux créer au sein d'Amazon. Exactement. Et tu vois, avec du recul, je vois que en fait, ce que tu es en train de faire au niveau de Ben, c'est vraiment de rassembler cette communauté-là et de la faire évoluer. Et ce qui m'a vraiment aussi marqué, c'est que Ben, c'était pas genre que noir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Il y avait une question de justice, en fait. Et je pense que la justice n'a pas de couleur. C'est ça. Tu vois ? Par exemple, si on regarde ce qui se passe en Palestine, c'est pas parce que c'est des musulmans, c'est des Palestiniens. Non, c'est une injustice qui est là et qui est faite à un peuple. Mais là, il y avait de tout. Et plusieurs personnes qui avaient aussi cette envie de contribuer à l'Afrique. Et moi, je suis là, tu sais, je prends les photos, j'écoute et tout ça. Et quand même, ça met une graine dans ma tête de me dire, est-ce qu'il est en train de faire, Malik ? C'est puissant. C'est puissant. En tout cas, je réalise pas à ce moment-là, mais voilà. Non, ce que tu as fait, c'est puissant. C'est au fur et à mesure que je réalise, mais c'est extrêmement puissant. En tout cas, on vit une belle expérience. Et fast forward, parce que je vois que le temps défile. Yes. Ensuite,
tu me proposes d'organiser un dîner. Yes. Alors moi, je chemine comme ça et je me dis, alors aujourd'hui, on voit plusieurs communautés. Maintenant, c'est plus clair quand tu es grand. Et on voit aussi de plus en plus de communautés afro. Donc, je vois plusieurs communautés afro qui se font et je trouve ça magnifique. Et donc, c'est des personnes que je regarde sur les réseaux sociaux, sur Internet, que je suis, des gens du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et tout ça, et qui sont dans cette dynamique de se mettre ensemble pour entreprendre. Donc, moi, ça me parle. Par contre, il y a des valeurs qui ne me parlent pas. Par exemple, moi, voilà, je suis musulman, j'ai ma spiritualité et c'est ma base. C'est la priorité surtout. Et donc, il y a des valeurs, des choses que ces entrepreneurs disaient dans ces communautés-là qui ne pouvaient pas aller avec ma spiritualité. Par exemple, tout bête, mais investir dans de l'élevage de cochons, bah, j'ai rien contre ça. Mais moi, avec ma spiritualité, ça ne peut pas aller. Tu vois ? Donc, il y a plein de choses comme ça où aujourd'hui aussi, on a d'autres mouvements qui sortent ou qui sont anti-religion. Donc, nous, on ne veut pas de religion, la religion, etc. etc. Donc, aussi, c'est compliqué. Les valeurs ne sont pas communes. Et je me dis, il faut qu'on ait notre communauté, en fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs afro-musulmans qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de se mettre ensemble, qui ont cette croyance qu'on peut se mettre ensemble, ou pas. Mais en tout cas, j'ai envie de faire quelque chose. Et, alhamdulillah, j'ai des gens comme toi, comme Omar, on salue Omar, comme Hussein, comme Kumba, comme Assitan. Plusieurs personnes, je vois que, mais finalement, je suis parti en voyage avec eux, et on s'entend super bien. Et c'était de me dire, pourquoi pas faire un premier restaurant, rassembler. Alors là, dans un premier temps, c'était des frères, parce qu'on le sait, dans notre communauté, les sœurs, mashallah. Alors, ma belle, et que tu fais un événement, elles sont les premières. Et là, il y avait vraiment d'abord cette envie d'impacter les frères, et bien sûr, par la suite, les sœurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en plein dedans. Mais je fais ce premier événement, et toi, donc, tu es là, et puis... tout de suite, on échange, on voit comment on peut organiser ça. Et puis tout de suite, tu me proposes Villa Massa. Je dis, oui, mais Villa Massa, et franchement, c'était bien. Et puis, on fait cet événement-là qui est incroyable. Qui est incroyable. Et puis moi, dès que tu me parles d'organisation, moi, mon cerveau, il fait un quart de tour. Ah non, franchement, t'as assuré. T'as appelé, t'as tout structuré. C'est un peu maniaque, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. Il y a un beau truc derrière, il faut que ça soit carré. Et donc, voilà quoi, je te demande même pas, je crois, à la base. Tu me dis, viens, on organise. Je dis, ok, vas-y, j'ai tout fait. Ah ouais, non, tout organisé. Non, t'as tout fait. T'as même pas. T'as même pas demandé, t'as tout fait. Ça m'a fait grave plaisir, tu vois. Et quand j'ai vu comment ça s'est passé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je pense que Ouais, il y avait un dress code aussi. Il y avait un dress code, etc. Tout le monde, tous ceux qui étaient là, ils ont passé un excellent moment. Et on se dit qu'on veut refaire la même chose. C'est ça. On refait à nouveau un événement, ouais. Et ça, c'est à Mantes-la-Jolie. On fait un avec Malik Cissé, qu'on remercie parce que c'est lui qui a tout organisé cet événement-là. Le five, le dîner après. Magnifique. Ça se passe super bien. Et là, on se dit, il y a quelque chose à faire. Et on se dit, viens, on va se poser et on va essayer de structurer les choses. Donc, tu viens à Châlons. C'est ça. Chalon-sur-Saône, petite ville, grandes idées. Non, Châlons, je remercie. J'aime tellement cette ville. Ah, incroyable. Une découverte incroyable. Ouais. Et donc, oui, tu me dis, Mohamed, bon, il faut qu'on fasse ces choses. Et moi, je sais pas, je me dis, tout le temps, le frère Malik qui vient. Parce que c'est vrai, depuis tous ces événements-là, à chaque fois, c'est toi qui viens. Ouais. Je dis, mais moi aussi, il faut que je puisse aussi aller là où il est. Et donc, je viens et c'est là qu'on commence à réfléchir à la structure, des ça, à la vision. Donc, moi, j'avais déjà une vision, donc c'était de rassembler la communauté. Voilà, elle n'était pas établi, mais il y avait ce truc de rassembler, de mettre les gens ensemble, de faire du business, cette envie d'impacter notre communauté, de la faire évoluer, de créer un lobbying, carrément, d'avoir une puissance économique forte. Ouais. Il y avait toute cette vision qui était là, mais maintenant, il fallait échanger, et donc c'est ce qu'on a fait ensemble, et après, tu as tout, tac, 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 tac. Ouais, c'est ça, on a essayé de s'organiser et puis je pense que c'est là que tu m'as partagé un peu ta folie aussi. Ouais. Donc déjà sur la vision, etc. Et forcément, j'étais complètement in, mais aussi sur le fait d'organiser un événement qui allait foutre une claque à tout le monde, au fait. Yes. On s'est dit qu'on allait faire un événement à la Défense. C'est ça, on s'est dit on va faire un gros event. C'est ça. Moi, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, on a de la valeur. Bien sûr. On a de la valeur, on a une belle culture. Il faut qu'on soit fiers d'être ce que nous sommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on est habillé comme on est habillé.
Et ce truc, en tout cas, on est fiers. Ouais. D'ailleurs, même dans le métro, il y a des gens qui nous remercient, des papas, des sœurs qui nous regardent, qui nous font des pouces, parce qu'ils sont contents. Et je pense que c'est important de pouvoir accepter qui on est, ce que nous sommes, tu vois. Et je me suis dit, non, il faut que cette fois-ci, il faut qu'on fasse un gros event. Mais moi, j'ose pas trop, je me dis, le frère Malik, je vais lui dire ça, est-ce qu'il va me dire, Mohamed, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Et je veux faire l'événement à Cœur-la-Défense. Alors pourquoi là-bas? Parce que j'y ai été et j'ai vu comment c'était. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et d'aller dans des lieux comme ça, en fait, au niveau de la vision, au niveau du mindset, de l'état d'esprit, c'était vraiment de dire à la communauté, nous, c'est ça. Nous, on est les Mansa. C'est clair. Tu vois? Ouais, non, c'est extraordinaire parce que moi, effectivement, dans mes différents voyages, etc., j'ai vu beaucoup de choses et je sais à quel point être dans ce genre d'endroit, ça peut déclencher, au fait. Ça peut créer vraiment de belles choses. Et donc on se lance le pari de le faire. Alhamdoulilah, on arrive à trouver les moyens de le faire. Encore un des meilleurs moments de ma vie. Et c'est un moment incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment au 23e étage, vu sur toute la Défense. Ouais. Et je me rappelle au début directement, tu fais lever les gens. Allez, venez, on regarde un petit peu. On regarde un peu ce que les autres ont fait. Ouais. Et de dire que nous aussi, on est capable. C'est clair. Si on se donne les moyens, si on se met ensemble, on met nos égos de côté et qu'on ait une vision commune de se dire, venez, on fait quelque chose de structuré et d'impactant, on peut le faire. Et d'avoir vraiment cette vision, cette grande vision, et de se dire surtout qu'on est capable de le faire. On est capable d'être à la Défense, on est capable de faire des grandes choses. Et pour moi, c'est important. Tu vois, si j'avais un message à transmettre à la communauté, on est capable, on peut le faire. Absolument. Oui, ça demande des sacrifices, ça demande du travail, ça demande d'être ensemble. Moi, je ne crois pas trop à ce truc où on évolue seul dans son côté. Ça n'a jamais existé. C'est vraiment se mettre ensemble, chacun avec ses compétences et vraiment avoir ce développement collectif. Ouais, non, clairement. Et je pense que c'est le début de tout. C'est le début de tout. C'est de là que, du coup, on fédère vraiment une communauté autour des Mansa. On fait énormément d'événements, on a plein de victoires. Je pense que sur le prochain podcast, je pense qu'on va parler de ça. Ouais. On va parler effectivement de ce qu'on a réussi à mettre en place à travers le fait de fédérer la communauté. Et du coup, cette transition entre 1 année et demie à peu près de fédérer une communauté, etc., et de transitionner vers quelque chose au fait, qui était tout le temps notre objectif au final. Yes. C'est effectivement de fédérer la communauté autour du business, autour de l'entrepreneuriat et de la création de valeur. Yes. C'est ça la mission qu'on s'est donnée aujourd'hui, mais je pense qu'on vous l'expliquera en détail. Alors, je pense que le prochain épisode, on va parler de ce que c'est que les Mansa, la vision, les valeurs et tout ça. Et je pense que même ça, voilà, ça découpe bien. Ouais, parler de la vision, des valeurs, des réussites, des victoires. Des victoires, des réussites, ouais, bien sûr. De dire que depuis, c'est plein de choses beaucoup de choses. Et c'était extraordinaire. Et effectivement, de parler de aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi, Mansa? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Yes. À quoi ça ressemble? Et puis les prochains épisodes aussi, on a plein d'invités qui vont on a plein d'invités. Non, on va pas rester à 2. J'allais commencer à spoiler. Non, on spoil pas. Hein? Il y a des guests de qualité qui vont venir où on va parler, parce que dans ce podcast aussi, l'idée, c'est de parler de spiritualité, de business, et pourquoi pas de famille, de finance, d'entrepreneuriat. Voilà, des sujets aussi tabous qui touchent notre communauté. Yes. Et voilà, donc je pense qu'on est les mieux placés parce qu'on est en plein dedans et d'en parler. Et surtout avec nos différences. Ouais. Tu vois, et c'est ça que je trouve beau aussi, c'est que malgré nos différences, ces différences-là où, par exemple, toi, tu es en Afrique, moi, je suis ici et tout ça. C'est clair. Les différents parcours qu'on a, c'est, regarde, malgré tout ça, on réussit à se mettre ensemble. Et même, ça nous crée une force incroyable. Parce que sans toi, je le dis devant tout le monde, il n'y aurait pas les Mansa. Ah si on doit commencer à jeter des fleurs, on va rester 5 minutes encore. Hein. Non, mais voilà. Parce que je suis plein de gratitude de tout ça, de cette rencontre que j'ai eue avec toi. Ça a changé ma vie, clairement. Et je suis très content que tu m'aies partagé cette folie. Et très content d'être là aujourd'hui dans cette aventure. Alhamdulillah. On va s'arrêter ici. Yes. Masha'Allah. Merci Malik. Au prochain épisode, Inch'Allah. Attention, au prochain épisode, on compte sur vous. Donc très déjà, fort. Celui-là, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous êtes des Mansa. Ouais. Il n'y a que les Mansa qui vont rester comme ça jusqu'à la fin. Clair. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Voilà, c'est le nouveau podcast qui arrive là. Yes. Business, spiritualité. Entrepreneuriat. Voilà. Communauté. Et puis on avance, Inch'Allah. Malik, merci. Un plaisir. À toi. Au prochain podcast. Salam alaikum. Wa alaikum salam.